car le terme de sublimation se trouve évoqué à propos de l'art à la page 24. La sublimation se trouve ici évoquée par Simmel à propos de la mise à distance de l'objet. Je vais prendre ces indications de Simmel dans son premier chapitre, à partir de la page 16. Il nous dit que, bien que la pulsion, normalement, exige un objet pour sa satisfaction, dans bien des cas, cependant, cette pulsion se dirige seulement vers cette satisfaction, de telle manière que la nature même de l'objet lui soit indifférente. Il prend l'exemple de l'objet féminin, en exclusion de toute espèce de choix, et ensuite, il montre comment la conscience va, au contraire, chercher à spécifier cet objet de satisfaction. Primitivement, nous avons, dit-il, un getrieben werden, c'est-à-dire que nous sommes poussés, en somme, par derrière, tandis qu'au contraire, au fur et à mesure que l'objet va se spécifier, nous sommes en présence d'un terminus ad quem. De plus en plus, la satisfaction sera cherchée vers un terminus ad plus. C'est ainsi que nous allons voir apparaître un objet qui va prendre une signification intrinsèque. Et à cette signification, dans la pensée de Simmel, va s'attacher précisément une valeur. On peut remarquer en passant que Simmel introduit une notion qui rappelle à bien des égards la notion freudienne du narcissisme. En effet, il nous dit, à mesure que se produit la spécialisation et l'affinement du besoin de la conscience, une certaine quantité de force se trouve retirée au besoin solipsiste, c'est-à-dire que nous avons quelque chose ici d'analogue au passage de la libido narcissique à la libido objectale. Ce passage, pour le décrire, Simmel introduit précisément la notion de distance. La chose étant précisément ce qui va se donner à distance. Là où l'on reconnaît, dit-il, la signification profonde, propre de la chose, là est la distance. Il ajoute dans les pages suivantes que cette constitution, en somme, d'un objet indépendant du moi et à distance du moi, correspond à une atténuation, un affaiblissement des affects du désir. Et à la faveur de cette distanciation de l'objet, va se produire une séparation entre le sujet et l'objet. Et voici en quels termes il nous la présente. Nous nommons l'acte où intervient une unification du sujet et de l'objet de satisfaction un acte subjectif, tandis que, dans la réalité, ici interviennent trois termes qui sont Hindernis, Versagung et Verschiebung. C'est-à-dire que c'est à travers un obstacle, un déni, un ajournement que va se produire la division entre le sujet et l'objet. Il y aura une coupure qui va intervenir ici entre le sujet et l'objet, et il ajoute « Avec ce même procédé d'inhibition et de distanciation, nous allons voir apparaître une signification propre au moi et une signification propre à l'objet. » Et c'est dans ce contexte qu'il va introduire le terme et l'idée de la sublimation. Mais ce qui est intéressant, c'est justement que cette idée de sublimation va se trouver associée à l'idée de distance. Il oppose le cas où nous avons simplement le sentiment concret de la chose à celui où nous avons une abstraction et une sublimation. Il introduit ici le terme de distanciation pour désigner cette mise à distance de l'objet et le rapport où se trouve le moi vis-à-vis d'un objet distant, notamment dans l'art. Ce simple texte nous montre qu'il y a quelque intérêt à s'interroger sur la source du terme même de sublimation et sur le contexte dans lequel Bernfeld a situé son interprétation. Je disais que l'un des premiers buts de Bernfeld est de se présenter à nous comme un lecteur de Freud,
c'est-à-dire qu'il cite un certain nombre de textes de Freud, et ce qu'il ne prélève pas sur ces textes est au moins aussi intéressant que ce qu'il cite, car justement tout ce que Bernfeld écarte dans ses citations de Freud concerne précisément cet aspect culturel que Simmel avait pris en considération. D'une manière générale, dans la systémisation des textes, nous ne trouvons rien de particulièrement original dans l'exposé de Bernfeld. Voici ce qu'il nous dit de la sublimation telle qu'il pense la présenter d'après Freud. Il nous dit d'abord que la sublimation est un destin que la pulsion sexuelle doit subir en raison du déni extérieur ou intérieur de son but. Là, il se réfère à Léonard de Vinci, aux 3 essais, à l'article sur l'érotisme anal et à l'introduction au narcissisme. En second lieu, il dit que ce destin spécifique s'accomplit dans la mesure où il intéresse la libido objectale. Il consiste en ceci que la pulsion se déplace sur un but autre, éloigné de la satisfaction sexuelle, et il y a accent sur le fait qu'il se détourne du sexuel. Et il se réfère ensuite à un texte de la psychologie des foules. Il y a ici un petit problème que je n'ai pas encore pu résoudre, mais qui ne me paraît pas devoir être laissé de côté. Le problème consiste en ceci, qu'il ne cite pas le texte qui est donné par une édition que j'ai eue en main, c'est-à-dire par l'édition d'Imago. Or, la différence porte sur un point qui est en vérité assez important pour l'interprétation de la notion même de la sublimation. D'après la référence de Bernfeld, il semble qu'il s'agit du texte de l'édition de 1918 des Petits Écrits. Voici quel est le texte. Le gauchissement de but de la pulsion du sexuel définit donc la sublimation. Et il dit alors, citant Freud, deren Abteilung vom Idealich ausgeht. Il dit que cette sublimation est issue, le terme est très fort, ausgeht, l'origine en est dans le moi idéal. Et il poursuit, dont l'accomplissement, la réalisation, demeure entièrement indépendante d'une telle excitation, d'une telle mise en stimulation. Or, le texte d'Imago nous donne angerecht macht, c'est-à-dire que d'après le texte que nous avons maintenant, il n'est plus dit que la sublimation a son origine dans le moi idéal, il n'est plus dit qu'elle est issue de ce moi idéal, mais qu'elle peut être excitée, être stimulée. Il y a ici 2 hypothèses qui peuvent être formulées. Ou bien il a mal lu son texte, ou bien le texte a été modifié. Intervention de Lacan. Cela peut arriver puisque c'est ce que j'avais fait dans mes notes. Pierre Kaufmann. Et ce problème apparaît d'autant plus important pour l'interprétation d'ensemble que toute son interprétation de la sublimation repose précisément sur l'accord qui s'établirait entre la libido objectale défoulée d'une part et d'autre part les buts du moi, c'est-à-dire qu'il accentue ce qu'il appelle les buts du moi, la part qui revient au moi dans la sublimation. Je vais en venir maintenant aux exemples que Bernfeld nous donne. Son premier exemple est celui de la création poétique d'un adolescent qui a étudié entre 13 et 19 ans. Voici l'allure générale de l'observation. Le jeune homme a commencé à rimer, il parle toujours de poèmes, mais il prend soin de dire que c'est seulement dans la 3e période du développement de cette poésie qu'on peut vraiment parler d'art. À 13 ans, et il écrit alors des ballades dont la matière est empruntée en général à l'enseignement scolaire. À 14 ans et demi, il écrit sa première poésie lyrique, qui est issue de sa vie personnelle.
et entre 15 ans et demi et 19, il écrit à profusion des nouvelles, des drames, des poésies, des récits autobiographiques, uniquement issus de sa vie personnelle. Le commentaire général est qu'avant 14 ans et demi, la situation est dominée par un complexe de castration. À 14 ans et demi se produit l'expérience de la puberté et une tentative de choix d'objet par rapport à une imago maternelle. À 15 ans, dit Bernfeld, se produit le refoulement des composantes sensibles en vertu d'une réanimation régressive du complexe d'Oedipe, et ce phénomène culmine entre 16 et 17 ans. Cela étant, Bernfeld se pose la question de savoir avec quelle énergie le poète écrit. D'abord, de 13 à 14 ans et demi, il nous dit que la source d'énergie, c'est Ich-Trieb et Ich-Libido, la pulsion du moi et la libido du moi. Il assume ces situations dans son moi idéal. Je voudrais être quelque chose de grand et plus tard, un poète. Donc dès le départ, l'accent est mis sur le moi idéal et toute l'analyse de Bernfeld va consister en ceci que la libido objectale, qui d'abord est réprimée, qui ensuite sera défoulée, sera dans une troisième période en partie à nouveau refoulée et en partie mise au service du moi idéal et de ce qu'il appelle les buts du moi. Alors, dans cette première période, il y a cet idéal qui est assumé. D'autre part, il y a un refoulement. Il dit refoulement des objets sexuels, la mère et la sœur. Et d'autre part, il y a une lutte qui s'engage contre la masturbation et qui détermine des fantaisies. Il dit que, dans cette première période, les fantaisies n'ont aucune connexion avec ses poèmes, c'est-à-dire qu'il ne rime que pour s'exercer et pour voir ce qu'il peut faire. Et Bernfeld dit que dans cette phase, les buts refoulés de la libido objectale refluent dans les rêveries et non dans les poèmes. La seconde période est celle qui va de 14 ans et demi à 15 ans et demi. Et il écrit des poèmes lyriques avec beaucoup de facilité. À ce moment-là, les pulsions sexuelles forcent l'entrée de la conscience et commencent à se rassembler sur un objet. Il était pris d'une certaine Mélita. Son amour pour Mélita est ordonné au but du moi. Il s'affirme comme une force géniale sur le modèle du jeune Goethe à Strasbourg. Cependant, la dynamique des rêveries n'est pas modifiée dans cette période. Elles reçoivent un emploi de la libido objectale et sont colorées dans leur contenu par Mélita, mais ne sont pas plus qu'auparavant ordonnées au but du moi. Leur fonction est, comme celle des rêves, entièrement déterminée par l'inconscient. Dans cette période, ce sont les sentiments issus de son amour pour Mélita qui sont à la source de ses poèmes. Il ajoute d'ailleurs ici qu'il serait trop long de préciser le rôle de la libido objectale dans l'épanouissement de cette activité politique. Il précise bien qu'au cours de cette période, il n'est pas du tout question d'un gauchissement du but de la libido objectale. Cependant, dit-il, l'auteur se préoccupe de ses poèmes, il les corrige par exemple, mais c'est là une manifestation de l'activité des pulsions du moi et de la libido objectale qui n'a pas encore déposé, abandonné le but d'être poète, qui s'annexe des produits des pulsions sexuelles qui font leur apparition sans qu'il y ait participation à sa production. Il s'agit donc d'une annexion par les pulsions du moi et par la libido objectale d'un produit spontané des sentiments.